Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Et merci une fois encore de nous préférer pour vous informer sur l'actualité socio-économique et du développement dans tout son ensemble. Aujourd'hui, nous allons devoir nous intéresser à un projet piloté depuis fin d'année 2020, 2021, 2022, 2023. Nous avons deux invités en plateau pour passer au pain fin le sujet du jour qui porte sur résilience économique des exploitants agricoles au Togo. Adra Togo et Cassit s'y mettent depuis 3 ans d'affilée déjà. Nous avons en plateau Séraphin Keke. Il est bien sûr le coordonnateur du projet Cerelo. Il est avec nous. Avec lui, nous allons devoir passer au pain fin tout ce qui a été fait juste à ce moment. Séraphin, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Merci de partager. Le deuxième invité sur ce plateau, son nom c'est Komla Ametana. Il est le coordonnateur volet droits de l'homme sur le même projet Cerelo. Komla, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Alors, merci quand à on vous parle, également. merci bien. Alors, quand on parle bien sûr du projet Cerelo que vous avez commencé par réaliser depuis 2021, proprement dit, dans la région maritime, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information en substance en matière de ce projet-là? Merci. Le projet Cerilo, disons, c'est un projet qui s'intéresse à 300 bénéficiaires. 300 bénéficiaires OK. Dans la région maritime, spécialement les préfectures de Yotor, Delavé et Zio. Donc, le projet s'intéresse à 300 bénéficiaires. C'est un projet d'agriculture durable et il y a aussi un volet droits de l'homme. Et je crois que tout au long, nous allons en parler. Nous allons en parler justement dans le cadre, bien sûr, de cette émission. Et quand on parle, bien sûr, de la réalisation de ces programmes, depuis quelle année déjà, Adra Togo, Cassit interviennent dans l'action humanitaire au Togo. Je veux vous écouter, comment? Ok. Vous nous venez, bien sûr, de Cassit. Hein? Bien sûr. Ouais. Je suis le coordonnateur de volet droits de l'homme du projet Cerilo. Mais je suis également assistant responsable du département promotion droits de l'homme et genre au CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Donc ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes en collaboration avec l'organisation Adra Togo sur ce même projet. Et donc c'est un projet à 2 volets, volet agriculture que pilote Adra Togo et nous, volet droits de l'homme que nous pilotons. Voilà. Et je reviens sur ma question. Depuis quand vous intervenez, bien sûr, dans l'humanitaire? Adra Togo, je veux bien sûr nommer M. Keke. Depuis quand vous avez commencé? On ne vous connaît pas vraiment sur ce terrain-là, non? Oui. Il faut dire que la collaboration avec Cassit sur ce projet, ça a commencé en 2020. Mais Adra Togo est au Togo depuis 1988. Oui, ça je le savais. Pratiquement, nous fêtons cette année nos 35 ans. Donc nous sommes dans le domaine humanitaire. Bon, nous intervenons dans 4 domaines principaux. Il y a la santé, l'éducation, et l'alimentation et puis l'urgence. Donc nous intervenons dans le domaine, ça fait banalement maintenant 35 ans. Vous êtes très discret, hein, surtout quand on parle d'Adra Togo. On sait que vous êtes là, mais... Bien pas sûr, vraiment visible, hein, pas trop visible, mais nous sommes là, nous intervenons. Nous avons des institutions avec qui nous travaillons. Nous sommes sur le terrain. C'est vrai que de par les années passées, nous intervenons beaucoup plus dans la région maritime, mais avec notre plan stratégique pour les 5 ans à venir, nous étendons vers le nord du pays. Nous aurons même à exécuter un projet dans la région de l'Akara cette année, un projet de cantine scolaire qui fait que nous avons maintenant à nous étendre un peu plus sur l'étendue du territoire. Il n'y a que Kara que vous avez choisi? Non, pas nécessairement Kara. Il faut aller peut-être vers le sud-ouest du Togo. Je voudrais parler bien sûr de... Vous connaissez le grand Fiokbo? Non. Padapé, Wome, Yeviepe, consort. Et Clomayon dit... Oui, déjà, si nous prenons notre plan stratégique, c'est... L'extension, ça va couvrir tout le territoire du togolais. Donc, nous avons commencé
Avant, nous étions dans la région maritime, mais maintenant, on va dans le plateau, central, Kara, et on évolue de cette façon. Après, vous montez un peu, hein, vous allez dans les savanes aussi. On monte, on va aller. Chez nos amis de Naki Est et autres, là, ils en ont besoin. Mais vous, on vous connaît dans la défense des droits de l'homme, avec Ghislain, votre patron, à vous. Oui. Mais depuis quand c'est devenu humanitaire, CACIT, vous intervenez dans ce domaine-là? Bon, vous savez, nous sommes le social, c'est vaste, c'est transversal. C'est transversal, ok. Donc, on peut dire que ce projet particulièrement, on sait que ADRA est beaucoup plus sur l'humanitaire et d'autres domaines d'intervention, mais nous accompagnons beaucoup plus ADRA ou bien le projet. Nous sommes sur le projet afin de faire des formations, des sensibilisations sur les thématiques liées aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme. Puisque nous avons remarqué que les populations ou bien les personnes vivant dans les milieux ruraux sont un peu en fracture des informations et de tout ce qui se fait dans les grandes métropoles et dans les grandes villes. Oui. Donc, il serait mieux que nous puissions apporter ces messages à ces populations. C'est ce qui a motivé l'idée de ce projet-là. Et c'est pourquoi nous avons fait ça. Parfait. Donc, je m'en vais en même temps présenter un peu le CACIT aussi. Je sais que vous connaissez bien. On connaît bien CACIT au Togo. Oui. On connaît bien CACIT. C'est un collectif de 14 organisations qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et nous avons des thématiques comme la bonne gouvernance, la démocratie. Nous abordons également la justice transitionnelle et la cohésion sociale. Bon, un peu voici des domaines dans lesquels nous intervenons. Notre vision, c'est un Togo sans violation des droits de l'homme, où les victimes rétablies dans leurs droits contribuent au développement. Avec pour mission contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en offrant avec professionnalisme des services d'assistance juridique, psychosociale aux victimes. Parfait. Comme vous l'avez fait, je ne peux pas priver mon cher ami, M. Kéké, de ne pas le faire également avec ADRA Togo, parce que j'ai voulu faire cette partie-là et faire ça vers la fin de l'émission, mais vous avez choisi de le faire maintenant. Quand on parle d'ADRA Togo pour un profane qui ne s'y connaît pas, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous êtes une organisation non gouvernementale, vos missions et vos actions sur le terrain, tout ça là, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, ADRA Togo, c'est l'agence adventiste d'aide et de développement. Et ADRA, c'est une organisation internationale. Elle est implantée dans plus de 130 pays. Et au Togo, ici, je l'avais dit, nous sommes là depuis 1988. Et lorsqu'on parle d'ADRA aujourd'hui, ADRA a implémenté plus de 75 projets au Togo et plus de 500 000 bénéficiaires directs ont été touchés. Et de façon indirecte, ADRA a touché plus de 2 millions de bénéficiaires indirects. Et comme je l'avais dit encore, ADRA Togo intervient dans 4 domaines qui sont la santé, l'éducation, l'alimentation et les urgences. Donc, à ADRA Togo, nous prenons la justice, la compassion et l'amour. Donc, telle est notre devise à ADRA Togo. Parfait. C'est juste une parenthèse pour mieux cerner un peu vos organisations de provenance, ADRA Togo et puis CACIT, qu'on connaît depuis des années, surtout au temps des élections et autres. On entend toujours parler de CACIT. Mais vous êtes où? Vous êtes beaucoup plus religieux, si je ne me trompe. C'est bien ça? ADRA Togo est une organisation qui vient de l'église adventiste du 7e jour. Mais elle n'est pas liée à l'église de façon à dire que c'est une organisation qui prône la religion, non. Donc, ADRA Togo fonctionne de façon
laïque. De façon laïque. Ah oui, ça, il le faut, sinon le ministre en charge du domaine va vous retirer votre récépissé à vous. Il faut fonctionner d'une façon laïque. Sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance politique et autres. Que ce soit. Parfait. C'était juste une parenthèse qu'on a essayé d'ouvrir et puis on l'a fermée déjà. On va s'intéresser au projet Cerilo dont on est en train de toucher certains points qui a commencé selon vos informations en fin d'année 2020, début 2021. Nous sommes bien sûr en 2023 et vous avez déjà eu à mener certaines actions sur le terrain. Et quand on mène des actions, il faut des sources de financement. Vous trouvez tout ça là d'où? Il faut qu'on sache d'où vous avez vos ressources financières, techniques et autres, parce qu'il le faut. Et, sur le projet Cerilo, nous avons eu des partenaires financiers, et principalement ADRA Allemagne. ADRA Allemagne est un de nos partenaires financiers qui a été lui aussi, qui travaille en coopération avec la BMZ. Nous avons eu aussi ADRA Pays-Bas. Donc, dans le réseau ADRA, nous avons certaines organisations qui sont des financeurs et d'autres qui sont des implémentateurs de projets. Donc, c'est pourquoi nous avons bénéficié de l'aide de ADRA Allemagne et de ADRA Pays-Bas. Parfait. Alors, quand on parle bien sûr de cette source de financement, on va s'intéresser maintenant aux questions de violence. Comment ça se gère dans tout son ensemble? Si oui, comment ça se gère? Merci beaucoup. En fait, dans la composition du projet, je l'ai dit tantôt, nous faisons des formations, des sensibilisations sur les droits de l'homme. Donc, l'idée aussi que nous avons, c'est de voir s'il y a des violations des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous mettez concrètement quand on en parle, bien sûr, de cette violation des droits de l'homme? Moi, je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'on met dans ce jargon-là? On parle de violation des droits de l'homme quand il y a un agent de l'État ou bien un agent mandaté par l'autorité publique qui exerce une violation ou bien qui exerce une violation sur une personne, une tierce personne. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un agent mandaté par l'État ou bien de l'État. Voilà. Donc, c'est dans ce cas spécifique qu'on parle de violation des droits de l'homme. Voilà. Parfait. Et comment ça se passe sur le terrain? Voilà. En fait, durant le projet, nous avons essayé de collecter des cas de violation des droits de l'homme qui se sont passés dans toutes ces préfectures-là, qui sont la cible du projet. Et on a relevé certains cas qui sont actuellement en train d'être documentés pour mener des actions soit en justice ou bien de conciliation. Voilà. Donc, c'est des actions qui, en fait, prennent un peu de temps, puisque il y a aussi des actions, beaucoup plus des cas de litige foncier qu'on a recueillis, des problèmes de chefferie. Surtout dans les villages, dans les villages, c'est pas droit à la terre. Oui. Il y a, on va arriver là-bas, un success story que je vais vous donner vers la fin. Donc, il y a beaucoup de cas de litige foncier qui ne sont pas, en fait, véritablement aussi des cas de violation des droits de l'homme. Mais il y a beaucoup de cas de litige foncier et de problèmes de chefferie et tout ça là. Parfait. Donc, parfait. Cher Raphaël, on va s'intéresser maintenant au volet agriculture durable du projet Cerilo. Quelles sont les activités réalisées par ADRA sur le volet agriculture durant la mise en œuvre, bien sûr, de ce projet depuis 2021? Oui, depuis le début de ce projet, il y a eu des activités de formation que nous avons mis en place et exécutées sur ce projet. Nous avons formé nos bénéficiaires dans l'agriculture durable. Donc, ils ont été formés, les 300 bénéficiaires ont été formés sur ce plan. Ils ont été formés sur l'entrepreneuriat et la gestion de coopératives.
Donc, après cette formation, nous avons aussi, nous les avons formés. On va essayer de toucher ces points-là un à un. Okay. Vous avez dit agriculture durable. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Lorsque nous parlons de l'agriculture durable, avant, ou bien ce que nous connaissons, c'est de faire notre culture avec des pesticides, oui, avec des herbicides et tout. Donc, nous, sur nos projets Cerelo, nous avons deux spéculations. Nous avons le moringa et l'hibiscus, communément appelé le bissap. Oui. Donc, ce sont des plantes déjà qui sont des fertilisants pour le sol. Okay. Donc, ils ont fait ces cultures-là sans engrais, sans pesticides, et nous les avons enseigné comment ils doivent le faire, comment procéder pour pouvoir arriver sans utiliser des engrais, sans utiliser des herbicides et quoi que ce soit. Donc, lorsque nous parlons de l'agriculture biologique, c'est ce que nous leur avons enseigné à faire. Maintenant, il y a eu des palliatifs. S'ils ne vont pas utiliser ces produits, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc, on les a enseignés. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir un résultat bien meilleur que lorsque nous utilisons les engrais et des pesticides. OK. À part ce point-là? À part cela, nous les avons formés sur la création, la gestion de coopératives. Parce que nous avons constaté que lorsqu'on travaille de façon individuelle, on n'a pas le résultat escompté. Donc, nous les avons mis en coopérative. Donc, en chaque coopérative, ils sont 10. Donc, dans ces coopératives-là, nous leur avons donné des formations, comment créer une activité, comment gérer une activité, comment arriver de façon individuelle à aller à collectif, de façon collective maintenant à avoir des documents pour leur coopérative pour pouvoir bénéficier des accompagnements de tous ordres des gouvernants. Après cela, nous les avons accompagnés aussi dans la formation, à savoir comment pouvoir aller sur le marché avec les produits qu'ils ont à leur disposition. Nous l'appelons le FMS, le Farmer Market School. C'est un nouveau concept que ADRA a développé et au Togo. Donc, ça les a aidés à identifier les fournisseurs, les clients potentiels sur les marchés, déjà dans leur environ, sur les marchés qui est le plus proche d'eux, et maintenant aller au-delà de leur ville pour pouvoir proposer leurs produits, eux-mêmes négocier avec ces personnes-là pour ne pas avoir d'intermédiaire entre eux et le client final. Donc, le FMS a aidé à ne pas avoir d'intermédiaire et à aller directement vers celui qui doit prendre le produit à la fin. Maintenant, à part ça, nous les avons aussi aidés à voir comment pouvoir transformer leur bissap et leur moringa en produits finis. S'ils ne doivent pas vendre les produits bruts, comment pouvoir transformer ces produits-là. Donc, nous les avons formés à pouvoir transformer ces produits. Et c'est l'ITRA qui nous a aidés sur ce plan en analysant les produits pour pouvoir donner de la valeur ajoutée. Ah oui, il le faut. Hein. Pour le marché. Donc, de façon ramassée, ce sont les activités que nous avons eues avec eux sur le projet. Parfait. Je vais écouter maintenant mon cher ami Komlan. Il a touché un point, mettre ces personnes en situation un peu vulnérable, les exploitants agricoles, en coopérative. Quand on parle de coopérative, c'est une question de papier. Et on sait que dans les milieux un peu reculés, on a ce problème-là où les gens ne s'y connaissent pas vraiment. Que faites-vous concrètement dans ce sens? Quand on sait qu'on ne peut pas se lever et puis créer une coopérative, bénéficier bien sûr des appuis financiers, ça et là. Qu'est-ce que vous faites à votre tour? Ok, merci beaucoup. En fait, ils ont pensé et ils l'ont fait en fait. Et ils ont, ADRA Togo a organisé ses producteurs en coopérative et il a essayé de les formaliser en travaillant avec l'ICAT et ils ont fait des documents sur ces coopératives. Aujourd'hui, tous ces 30 coopératives disposent des documents d'identification. Okay. Et nous aussi, nous avons accompagné ce travail en formant sur la gestion des coopératives, ce que le droit de l'OHADA
recommande sur le droit à la gestion des coopératives et tout ça là. Donc, c'est un travail qu'on a fait en toute complémentarité et voilà. Parfait. Il est bien vrai que vous avez eu à travailler, à mener des actions là sur le terrain. Les résultats sont visibles ou, bon, puisque c'est vous-même, il faut que je fasse un tour dans l'une de ces zones-là pour m'imprégner de ce que vous avez eu à faire. Est-ce que c'est on a de bons retours, des résultats aussi tangibles qui justifient votre action sur le terrain? Et je crois que j'ai bien envie d'aller sur... Vous avez cité quelle zone déjà? Le Yotor. Yotor, oui, je connais bien Couvé, Tabligbo et autres. Dans chaque préfecture, nous avons 10 villages. 10 villages. Si je prends par exemple le Yotor, on a Godjeme, Godomé, et Boto Zévé. Oui, je connais bien là-bas. Boto Asigame. Oui. Amenyona Kondi, Bédjemé, Tonakondi. Donc, nous avons des villages dans ces projets. De façon visible, lorsque vous allez dans ces coopératives-là, nous avons octroyé, avec l'aide de nos partenaires financiers, nous leur avons octroyé des séchoirs. Donc, nous avons distribué 30 séchoirs à raison de 15 séchoirs de moringa et 15 séchoirs d'hibiscus. Donc, déjà, le séchoir, ça permet à la récolte, on sèche l'hibiscus là-dedans, le moringa aussi, on le sèche. Ceux qui font le moringa, nous leur avons octroyé aussi des broyeurs. Ce sont des types de moulins et ils broient les feuilles de moringa, et avant de les conditionner et les mettre sur le marché. Nous leur avons distribué des sécateurs pour pouvoir faire la récolte du bissap. Oui, du bissap, oui. Donc, ils ont bénéficié des paniers, beaucoup de choses sur le terrain. Mon frère Amen avait parlé de success story. Donc, lorsque vous allez vers ces bénéficiaires, eux-mêmes, ils vous témoignent déjà ce que le projet a changé dans leur vie, leur vécu quotidien. Et je note ici que le projet, avant de démarrer, a fait une étude de base, voir la situation de départ de ces bénéficiaires. Et actuellement, nous tendons vers la fin de ce projet. Déjà dans le mois de novembre, le projet va finir. Et nous sommes en train de faire une évaluation finale pour voir qu'est-ce qui a changé chez nos bénéficiaires. Mais de façon visible, lorsque lorsqu'on recueille les témoignages, ça nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie. Il y a des coopératives aujourd'hui, lorsque vous allez, avant, ils n'avaient pas, pour pouvoir bénéficier des crédits, c'était difficile. Mais une fois qu'on les a mis ensemble, ils cotisent de l'argent et ils font de l'épargne. Et à travers ces épargnes-là, ils s'octroient des crédits dans la coopérative, ce qui permet aux gens d'avoir une vie transformée, une vie changée à travers ces crédits qu'eux-mêmes ils s'octroient. Ils n'ont pas à payer des intérêts et eux-mêmes, ils arrivent à gérer ces crédits-là pour pouvoir vendre et produire et vendre leurs produits et avoir quelque chose pour leur ménage. Et tout cela, c'est pas sans difficulté, hein. Vous en avez eu sur le terrain? Oui, il y a eu des difficultés. Beaucoup sur le terrain. Ou bien minimes? Notre plus grande difficulté reste la transhumance. La transhumance? La transhumance. C'est-à-dire? Et il y a les pasteurs, les bouviers. Les bouviers qui viennent détruire les champs. Les champs de nos bénéficiaires. Je comprends bien le sens de la transhumance, mais j'ai plutôt pensé à l'exode rural. Non. Les bouviers qui passent dans la zone, avec les bœufs et consorts, détruisent les champs de nos bénéficiaires. C'est vrai, nous avons eu des apports de solutions. Le gouvernement y veille, avait tracé un couloir pour permettre aux uns aux autres de se sentir à l'aise. Exactement. Mais aussi, nous leur avons dit... demander d'aller vers l'ITRA et l'ICAT. Parce que l'ICAT, c'est l'agent la division de l'État qui nous accompagne sur ce projet. Donc, dès qu'il y a les champs qui sont dévastés par les bouviers, ils s'en vont voir les agents d'ICAT qui les amènent vers les forces de l'ordre pour pouvoir faire une évaluation des dégâts
qui a été fait pour qu'on puisse rembourser ces personnes. Ça, c'est une difficulté qu'on a eue sur ce projet. Ah oui. En plus de cela aussi, il y a eu le changement climatique qui a beaucoup joué. Par endroit, il y a beaucoup de pluie. Par endroit, il n'y a pas de pluie. Les anomalies climatiques du Batogo. Les Batogo. anomalies climatiques qui fait que les rendements ne sont pas au bon fixe certaines années. Ouais. Maintenant aussi, vous avez mentionné un point qui est l'exode rural. Les jeunes qui quittent on préfère être dans villages. Les villes. Même lorsque nous voulons débuter ce projet, on avait eu des difficultés pour pouvoir rassembler les jeunes tout autour de ce projet. Il a fallu des sensibilisations pour que les gens puissent comprendre que vraiment c'est quelque chose de bien pour pouvoir y adhérer à cela. Parfait. Un projet novateur. Comptez-vous assurer la pérennisation des acquis de ce projet? Oui, pour la pérennisation, je viens de mentionner l'ICAT qui travaille avec nous. Nous travaillons principalement avec l'ICAT de la région maritime. Le projet, lui, va finir, va partir. Mais à chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous y sommes avec les agents d'ICAT. Donc, eux, ils sont là en permanence avec les bénéficiaires et eux, ils vont permettre de continuer ce que nous faisons maintenant. Eux, ils vont le continuer, même après le projet. Il y aura un suivi, hein? Il y aura un suivi de l'ICAT après le projet. Après le projet. Parfait. Monsieur Ametana, alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus éventuellement, les leçons apprises durant la mise en œuvre, bien sûr, de ce projet? Oui, bon, tout d'abord, ce projet nous a permis d'abord de former 60 personnes sur les thématiques liées aux droits de l'homme, démocratie, bonne gouvernance, tout ce qu'il y a comme liberté fondamentale, les bases du droit de l'homme, de la citoyenneté et de l'importance de l'établissement des actes d'état civil et des pièces d'identité. Vous en avez fait? Nous n'avons pas sensibilisé. Nous avons essentiellement sensibilisé. Nous avons essentiellement sensibilisé, mais nous avons un projet d'établir au moins les actes aux membres des coopératives. Cela se fera incessamment. Okay. Bon, nous avons formé 60 personnes sur 3 jours sur ce projet-là. Et ces personnes sont comme des multiplicateurs qui ont à leur tour transmis ces connaissances à leurs pairs dans chaque coopérative à travers les séances de sensibilisation. Mais maintenant, il y a eu des réunions d'échange communautaires. C'est des réunions que les coopératives organisent dans le village où ils invitent les membres de la communauté à venir et à partager ensemble ce qu'ils ont eu comme connaissance sur les droits de l'homme, les libertés de réunion, d'association, de citoyenneté, comment prendre soin de sa communauté, tout ça là, et éventuellement les actes d'état civil et les pièces d'identité. Ensuite, nous avons également organisé des journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes. Pourquoi? Moi, je veux comprendre un peu. Ces journées portes ouvertes ont d'abord un double objectif. Oui. Le premier, c'est de permettre à ce que les membres des coopératives et des populations de ces communautés puissent avoir également encore des connaissances sur l'établissement des actes et pièces d'identité. Okay. Mais maintenant, le second objectif pour l'organisation de ces journées portes ouvertes était de rapprocher ces populations-là des autorités décentralisées. Depuis 2019, il y a eu des élections et on a eu les communes, les maires qui ont été mises en place. Mais il y a toujours une distance entre les administrés et ces autorités. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un peu, d'ouvrir ces communes à ces populations pour qu'ils aient l'opportunité de poser des questions, de demander et d'exercer leur liberté de participation. Parce que le droit à la participation fait partie des
des droits de l'homme. Donc, comme nous les avons enseignés sur le droit à la participation, à la gestion de la chose commune, il faut qu'ils puissent trouver un créneau pour pouvoir exercer ce droit-là, ou bien tester en quelque sorte ce droit-là, si je peux me l'autoriser, tester ce droit-là. Donc, c'est aussi l'un des objectifs, de l'organisation de cette journée porte ouverte. Les résultats ont été à ce rendez-vous-là, vous en avez eu ça et là, quelques résultats tangibles. Oui. Quand on sait que votre patron, je le connais un peu, c'est quelqu'un qui est toujours insatisfait, il cherche toujours à mieux faire. Ghislain, que je salue de passage. Oui, les résultats ont été oui, nous avons obtenu des résultats. Oui. Si je vais commencer par l'organisation des journées portes ouvertes, là, toutes les mairies que nous avons sillonnées ont accueilli cet événement et ils l'ont organisé très bien. Vous ne nous sentirez pas vraiment, à part sur les logos et des banderoles et quelques interventions, pour vous dire que ils ont bien pris l'activité, ça a été bien organisé et il y a eu aussi la participation des populations. Des questions ont été abordées qui ont trait à la gestion de ces communes-là, à part d'abord les actes de naissance et tout ça là qu'on a débattu en premier abord. Il y a aussi la question de la gestion des communes. Et on a senti aussi la participation des populations. D'autres résultats sur le projet, je l'ai dit tantôt, les personnes ou bien les paysans ou bien les producteurs des coopératives constituent en quelque sorte des personnes qui font aujourd'hui partie de notre mécanisme d'alerte précoce. Un mécanisme qui nous permet de recueillir quand il y a des informations, des violations des droits de l'homme et d'agir en amont pour éviter des escalades. Parfait. Vous êtes sans savoir que nous avons aujourd'hui énormément de défis par rapport au terrorisme et à l'extrémisme violent. Donc, je pense que si nous nourrissons bien ce mécanisme, nous pouvons éteindre des foyers de tension qui peut-être deviendront des foyers d'extrémisme violent ou de djihadisme. Comptez-vous assurer la pérennisation Oui, par rapport à la pérennisation, sur ce projet, nous avons élaboré 2 documents et aussi d'autres documents, mais les principaux, c'est un document sur les droits de l'homme qui est destiné aux coopératives. Voici le document qui est destiné aux coopératives, qui est un peu en français facile et aussi avec beaucoup d'images pour permettre aux coopératives, à la fin du projet, de continuer par sensibiliser les gens de la communauté et leurs pairs sur ce que c'est que les droits de l'homme et les différentes thématiques qui sont liées aux droits de l'homme. Ensuite, il y a un autre document qui est sur l'établissement des actes d'état civil et les pièces d'identité. Ce document-ci, beaucoup de personnes, même à Lomé, ont désiré l'avoir, puisqu'il reprend tout ce qu'il faut, tous les documents, toutes les pièces à fournir pour s'établir tous les actes d'état civil utiles qu'il faut, les pièces d'identité, la carte, la togolais bien évidemment, la carte d'identité, le passeport, voilà. Donc ça permet à ce que nos coopératives puissent continuer par vulgariser ces messages-là. Parfait. Donc, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup pour ces explications celles-là. Monsieur Komla Metana, vous êtes le coordonnateur du volet droits de l'homme sur le projet Cerilo. Le coordonnateur, avez-vous le sentiment d'une mission bien accomplie quand on sait qu'on est au plus à 60 jours de la fin, bien sûr, de ce projet? Bien sûr, nous avons ce sentiment
d'une mission bien accomplie. Comme mon frère Amel vient le Je vais aller dans la zone, hein. Je ferai un tour dans ces zones-là. Bien sûr, bien sûr. Je vais aller fouiller un peu, avoir des informations. Nous vous invitons incessamment. Nous vous ferons un bon plaisir de bien vous localiser dans les zones où vous Parfait. Et comme il avait mentionné, nous avons aussi un document qui est élaboré en français facile, toujours pour nos bénéficiaires. C'est un manuel de formation qui a retracé un peu les formations que nous avons eu à donner tout au long de ce projet. Aujourd'hui, je vais juste donner un success story d'une coopérative. Et il s'agit d'une coopérative dans le Yoto, dans le village de Yotokopé. Cette coopérative, ils ont débuté leur activité. Et quand ils ont pris le projet, ils ont été sceptiques dans un premier temps. Mais ils ont commencé la production. À la première année, ils n'ont pas su vendre. Mais lorsque nous leur avons donné la formation sur le FMS, juste après, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient produit. Mais ils ont vu que lorsqu'ils font une comparaison, produire et aller vendre en même temps, ils n'ont pas fait un bon chiffre. Donc, ils ont décidé, la deuxième année, de ne pas produire et vendre immédiatement. Donc, ils ont produit et ils ont commencé par faire la transformation. Ils ont pris le bissap, ils l'ont transformé en jus qu'ils vendent dans le village. Ils ont pris le moringa, ils l'ont incorporé dans du pain qu'ils vendent. Aujourd'hui, on le met aussi dans le pain? Oui, il le met moi, je connais moringa par sa sauce. Hein, parce que moi, j'en ai toujours pris. On fait aussi sa farine en poudre et tout ça. Mais eux, ils ont innové en le mettant dans du pain. Dans du pain, hein. Lorsqu'ils ont commencé, ils ont commencé avec une cotisation de 15 000 francs. Après 3 mois, ils avaient dans leur caisse 1 200 000 francs. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, c'est l'une des coopératives qui fait la fierté de notre projet. La dernière fois, ils sont à plus de 4 millions de francs avec des crédits ils accordent des crédits entre les membres de la coopérative. Donc aujourd'hui, cette coopérative, non seulement ils travaillent ensemble, mais de façon individuelle, chacun a ce qu'il peut faire, mais ils mettent la main ensemble, ils ont de l'épargne ensemble, ils font des activités ensemble. Et je crois qu'au Togo, le Togolais est beaucoup plus social. Et c'est ce que nous prenons sur ce projet, en créant les coopératives. Lorsque vous allez, vous les voyez, de temps en temps, ils sont ensemble et ils sont devenus comme une seule famille et chacun est épanoui. Donc déjà, lorsque vous les voyez, vous sentez, même nous allons vous inviter, comme vous l'avez dit, vous verrez leur visage, vous direz que vraiment, il y a eu un changement et avec cette coopérative. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions, puisque c'est pratiquement la fin de l'émission. Monsieur, maintenant, je prends votre mot de la fin, puisqu'on a encore quelques secondes là. Avant de donner mon mot de la fin, j'avais dit en début d'émission que vous avez j'avais un success story à livrer. C'est une coopérative de Yoto. Yoto toujours, hein? Yoto toujours. Ah oui. Il y a une dame dans cette coopérative qui est vraiment âgée, qui a hérité d'un terrain de son père, mais elle n'a pas pu avoir accès à cet héritage, bien qu'il y avait une décision de la justice qui l'a donné droit. Dans nos villages, c'est comme ça. Oui, donc après nos sensibilisations, elle a repris le dossier, elle est venue nous voir, on l'a accompagnée et finalement, elle a pu accéder à cette décision de justice et avoir accès à son droit d'héritage. Donc, c'est aussi un success story que nous pouvons brandir. Il y a un autre dans le ZIO, mais je vais laisser ça. C'est déjà bon. Temps nous talonne un peu. Donc, c'est aussi un sentiment de satisfaction qui nous anime à la fin pratiquement de ce projet. J'aimerais aussi rappeler que nous avons primé déjà 6 coopératives lors de notre Nuit des droits de l'homme, lors de 2 éditions de la Nuit des droits de l'homme
à Lomé ici. Donc, pour donner de l'engouement à ces coopératives, de parler des droits de l'homme, de sensibiliser, de faire des actions sur les droits de l'homme. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ametana Komla. Komla Ametana, vous êtes bien sûr le coordonnateur du volet droits de l'homme sur le projet Cerilo. Monsieur Séraphin Keke, coordonnateur du projet lui-même. Votre mot de la fin pour qu'on puisse se séparer. Je voudrais vous remercier pour la disponibilité. Pour votre invitation. Vous avez mentionné M. Gislain pour Cassit. Oui, votre patron, j'ai oublié son nom. Oui, c'est M. Ken Agard, c'est un Américain qui dirige ADRA Togo. Comme je l'avais dit, ADRA est une institution internationale. Donc, c'est un sentiment de satisfaction sur ce projet. Et avec les partenaires que nous avons, l'ICAT, l'ITRA, la chefferie traditionnelle, et les autorités locales, c'est un sentiment de satisfaction d'avoir travaillé et œuvré avec toutes ces personnes-là. Et nous le disons qu'avec notre plan stratégique pour les 5 ans, nous serons beaucoup plus visibles parce que nous l'avons senti que nous n'étions pas visibles. Nous serons beaucoup plus visibles sur tout l'étendue du territoire. Et invitez-nous souvent. Et nous allons vous inviter incessamment. C'est pour ça nous aussi, nous existons. Exactement. Oui. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Vous transmettez une fois encore nos salutations à votre patron, également au patron le directeur de Cassit, et à tous ceux qui travaillent, et à votre collaboratrice qui vous accompagne jusqu'ici. Merci à elle aussi d'être là pour nous accompagner durant toute cette émission. Messieurs, mesdames, nous voici pratiquement à la fin de cette émission de ce jour Émergence qui aujourd'hui a reçu 2 invités, Séraphin Keke, coordonnateur du projet Cerilo, et puis Komla Ametana, coordonnateur volet droits de l'homme sur le même projet Cerilo. Nous avons débattu bien sûr de la résilience économique des exploitants agricoles au Togo, un point qui a retenu bien sûr l'attention de ces 2 associations qui ont œuvré d'arrache-pied pour donner du sourire à ces populations à la base, à l'intérieur du pays. Ainsi, nous mettons un point à cette émission. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.